Thérèse Raquin d'Émile Zola, chapitre 21. Laurent ferma soigneusement la porte derrière lui et demeura un instant appuyé contre cette porte, regardant dans la chambre d'un air inquiet et embarrassé. Un feu clair flambait dans la cheminée, jetant de larges clartés jaunes qui dansaient au plafond et sur les murs. La pièce était ainsi éclairée d'une lueur vive et vacillante. La lampe, posée sur une table, pâlissait au milieu de cette lueur. Madame Raquin avait voulu arranger coquettement la chambre qui se trouvait toute blanche et toute parfumée, comme pour servir de nid à de jeunes et fraîches amours. Elle s'était plu à ajouter au lit quelques bouts de dentelle et à garnir de gros bouquets de roses les vases de la cheminée. Une chaleur douce, des senteurs tièdes traînaient. L'air était recueilli et apaisé, pris d'une sorte d'engourdissement voluptueux. Au milieu du silence frissonnant, les pétillements du foyer jetaient de petits bruits secs. On eût dit un désert heureux, un coin ignoré, chaud et sentant bon, fermé à tous les cris du dehors, un de ces coins faits et apprêtés pour les sensualités et les besoins de mystère de la passion. Thérèse était assise sur une chaise basse, à droite de la cheminée. Le menton dans la main, elle regardait les flammes vives, fixement. Elle ne tourna pas la tête quand Laurent entra. Vêtue d'un jupon et d'une camisole bordée de dentelle, elle était d'une blancheur crue sous l'ardente clarté du foyer. Sa camisole glissait, et un bout d'épaule passait, rose, à demi caché par une mèche noire de cheveux. Laurent fit quelques pas sans parler. Il ôta son habit et son gilet. Quand il fut en manche de chemise, il regarda de nouveau Thérèse qui n'avait pas bougé. Il semblait hésiter. Puis il aperçut le bout d'épaule, et il se baissa en frémissant pour coller ses lèvres à ce morceau de peau nue. La jeune femme retira son épaule en se retournant brusquement. Elle fixa sur Laurent un regard si étrange de répugnance et d'effroi qu'il recula, troublé et mal à l'aise, comme pris lui-même de terreur et de dégoût. Laurent s'assit en face de Thérèse, de l'autre côté de la cheminée. Ils restèrent ainsi, muets, immobiles, pendant 5 grandes minutes. Par instants, des jets de flammes rougeâtres s'échappaient du bois, et alors des reflets sanglants couraient sur le visage des meurtriers. Il y avait près de 2 ans que les amants ne s'étaient trouvés enfermés dans la même chambre, sans témoins, pouvant se livrer l'un à l'autre. Ils n'avaient plus eu de rendez-vous d'amour depuis le jour où Thérèse était venue rue Saint-Victor, apportant à Laurent l'idée du meurtre avec elle. Une pensée de prudence avait sevré leur chair. À peine s'était-il permis de loin en loin un serrement de main, un baiser furtif. Après le meurtre de Camille, lorsque de nouveaux désirs les avaient brûlés, ils s'étaient contenus, attendant le soir des noces, se promettant des voluptés folles lorsque l'impunité leur serait assurée. Et le soir des noces venait enfin d'arriver, et ils restaient face à face, anxieux, pris d'un malaise subite. Ils n'avaient qu'à allonger les bras pour se presser dans une étreinte passionnée, et leurs bras semblaient mous, comme déjà lasses et rassasiés d'amour. L'accablement de la journée les écrasait de plus en plus. Ils se regardaient sans désir, avec un embarras peureux, souffrant de rester ainsi silencieux et froids. Leur rêve brûlant aboutissait à une étrange réalité. Il suffisait qu'ils eussent réussi à tuer Camille et à se marier ensemble, il suffisait que la bouche de Laurent eût effleuré l'épaule de Thérèse pour que leur luxure fût contentée jusqu'à l'écœurement et à l'épouvante. Ils se mirent à chercher désespérément en eux un peu de cette passion qui les brûlait jadis. Il leur semblait que leur peau était vide de muscles, vide de nerfs. Leur embarras, leur inquiétude croissaient. Ils avaient une mauvaise honte de rester ainsi muets et mornes en face l'un de l'autre. Ils auraient voulu avoir la force de s'étreindre et de se briser, afin de ne point passer à leurs propres yeux pour des imbéciles. Et quoi, ils s'appartenaient. Ils avaient tué un homme et joué une atroce comédie pour pouvoir se vautrer avec impudence dans un assouvissement de toutes les heures, et ils se tenaient là, aux 2 coins d'une cheminée, roides, épuisés, l'esprit troublé, la chair morte. Un tel dénouement finit par leur paraître d'un ridicule horrible et cruel. Alors, Laurent essaya de parler d'amour, d'évoquer les souvenirs d'autrefois, faisant appel à son imagination pour ressusciter ses tendresses. « Thérèse, dit-il en se penchant vers la jeune femme, te souviens-tu de nos après-midi dans cette chambre? Je venais par cette porte. Aujourd'hui, je suis entré par celle-ci. Nous sommes libres. Nous allons pouvoir nous aimer en paix. » Il parlait d'une voix hésitante, mollement. La jeune femme, accroupie sur la chaise basse, regardait toujours la flamme, songeuse, n'écoutant pas. Laurent continua. « Te rappelles-tu? J'avais un rêve. Je voulais passer une nuit entière avec toi, m'endormir dans tes bras et me réveiller le lendemain sous tes baisers. Je vais contenter ce rêve. » Thérèse fit un mouvement, comme surprise d'entendre une voix qu'il balbutiait à ses oreilles. Elle se tourna vers Laurent sur le visage duquel le foyer envoyait en ce moment un large reflet rougeâtre.
Elle regarda ce visage sanglant et frissonna. Le jeune homme reprit, plus troublé, plus inquiet. « Nous avons réussi, Thérèse, nous avons brisé tous les obstacles, et nous nous appartenons. L'avenir est à nous, n'est-ce pas? Un avenir de bonheur tranquille, d'amour satisfait. Camille n'est plus là. » Laurent s'arrêta, la gorge sèche, étranglant, ne pouvant continuer. Au nom de Camille, Thérèse avait reçu un choc aux entrailles. Les deux meurtriers se contemplèrent, hébétés, pâles et tremblants. Les clartés jaunes du foyer dansaient toujours au plafond et sur les murs. L'odeur tiède des roses traînait, les pétillements du bois jetaient de petits bruits secs dans le silence. Les souvenirs étaient lâchés. Le spectre de Camille venait de s'asseoir entre les nouveaux époux, en face du feu qui flambait. Thérèse et Laurent retrouvaient la senteur froide et humide du noyer dans l'air chaud qu'ils respiraient. Ils se disaient qu'un cadavre était là, près d'eux, et ils s'examinaient l'un l'autre, sans oser bouger. Alors, toute la terrible histoire de leur crime se déroula au fond de leur mémoire. Le nom de leur victime suffit pour les emplir du passé, pour les obliger à vivre de nouveau les angoisses de l'assassinat. Ils n'ouvrirent pas les lèvres, ils se regardèrent, et tous deux eurent à la fois le même cauchemar. Tous deux entamèrent mutuellement des yeux la même histoire cruelle. Cet échange de regards terrifiés, ce récit muet qu'ils allaient se faire du meurtre, leur causa une appréhension aiguë, intolérable. Leurs nerfs qui se tendaient les menaçaient d'une crise. Ils pouvaient crier, se battre peut-être. Laurent, pour chasser les souvenirs, s'arracha violemment à l'extase épouvantée qui le tenait sous le regard de Thérèse. Il fit quelques pas dans la chambre, il retira ses bottes et mit des pantoufles. Puis il revint s'asseoir au coin de la cheminée. Il essaya de parler de choses indifférentes. Thérèse comprit son désir. Elle s'efforça de répondre à ses questions. Ils causèrent de la pluie et du beau temps. Ils voulurent se forcer à une causerie banale. Laurent déclara qu'il faisait chaud dans la chambre. Thérèse dit que cependant des courants d'air passaient sous la petite porte de l'escalier. Et ils se retournèrent vers la petite porte avec un frémissement subit. Le jeune homme se hâta de parler des roses, du feu, de tout ce qu'il voyait. La jeune femme faisait effort, trouvait des monosyllabes pour ne pas laisser tomber la conversation. Ils s'étaient reculés l'un de l'autre, ils prenaient des airs dégagés, ils tâchaient d'oublier qui ils étaient et de se traiter comme des étrangers qu'un hasard quelconque aurait mis face à face. Et malgré eux, par un étrange phénomène, tandis qu'ils prononçaient des mots vides, ils devinaient mutuellement les pensées qu'ils cachaient sous la banalité de leurs paroles. Ils songeaient invinciblement à Camille. Leurs yeux se continuaient le récit du passé. Ils tenaient toujours du regard une conversation suivie et muette, sous leur conversation à haute voix qui se traînait au hasard. Les mots qu'ils jetaient çà et là ne signifiaient rien, ne se liaient pas entre eux, se démentaient. Tout leur être s'employait à l'échange silencieux de leurs souvenirs épouvantés. Lorsque Laurent parlait des roses ou du feu, d'une chose ou d'une autre, Thérèse entendait parfaitement qu'il lui rappelait la lutte dans la barque, la chute sourde de Camille. Et lorsque Thérèse répondait un oui ou un non à une question insignifiante, Laurent comprenait qu'elle disait se souvenir ou ne pas se souvenir d'un détail du crime. Ils causaient ainsi, à cœur ouvert, sans avoir besoin de mots, parlant d'autre chose. N'ayant d'ailleurs pas conscience des paroles qu'ils prononçaient, ils suivaient leurs pensées secrètes, phrase à phrase. Ils auraient pu brusquement continuer leur confidence à voix haute, sans cesser de se comprendre. Cette sorte de divination, cet entêtement de leur mémoire à leur présenter sans cesse l'image de Camille, les affolait peu à peu. Ils voyaient bien qu'ils se devinaient, et que s'ils ne se taisaient pas, les mots allaient monter d'eux-mêmes à leur bouche, nommer le noyé, décrire l'assassinat. Alors, ils serrèrent fortement les lèvres, ils cessèrent leur causerie. Et dans le silence accablant qui se fit, les deux meurtriers s'entretinrent encore de leurs victimes. Il leur sembla que leurs regards pénétraient mutuellement leur chair et enfonçaient en eux des phrases nettes et aiguës. Par moments, ils croyaient s'entendre parler à voix haute. Leurs sens se faussaient, la vue devenait une sorte d'ouïe étrange et délicate. Ils lisaient si nettement leurs pensées sur leur visage que ces pensées prenaient un son étrange, éclatant, qui secouait tout leur organisme. Ils ne se seraient pas mieux entendus s'ils s'étaient criés d'une voix déchirante. « Nous avons tué Camille et son cadavre est là, étendu entre nous, glaçant nos membres. » Et les terribles confidences allaient toujours plus visibles, plus retentissantes dans l'air calme et moite de la chambre. Laurent et Thérèse avaient commencé le récit muet au jour de leur première entrevue dans la boutique. Puis, les souvenirs étaient venus un à un, en ordre. Ils s'étaient comptés les heures de volupté, les moments d'hésitation et de colère, le terrible instant du meurtre. C'est alors qu'ils avaient serré les lèvres, cessant de causer de ceci et de cela, par crainte de nommer tout à coup Camille sans le vouloir.
et leurs pensées, ne s'arrêtant pas, les avaient promenés ensuite dans les angoisses, dans l'attente peureuse qui avait suivi l'assassinat. Ils arrivèrent ainsi à songer au cadavre du noyé, étalé sur une dalle de la morgue. Laurent, dans un regard, dit toute son épouvante à Thérèse, et Thérèse, poussée à bout, obligée par une main de fer de desserrer les lèvres, continua brusquement la conversation à voix haute. « Tu l'as vu à la morgue » demanda-t-elle à Laurent, surnommé Camille. Laurent paraissait s'attendre à cette question. Il la lisait depuis un moment sur le visage blanc de la jeune femme. « Oui » répondit-il d'une voix étranglée. Les meurtriers eurent un frisson. Ils se rapprochèrent du feu. Ils étendirent leurs mains devant la flamme, comme si un souffle glacé eût subitement passé dans la chambre chaude. Ils gardèrent un instant le silence, pelotonnés, accroupis. Puis Thérèse reprit sourdement. « Paraissait-il avoir beaucoup souffert ?» Laurent ne put répondre. Il fit un geste d'effroi comme pour écarter une vision ignoble. Il se leva, alla vers le lit et revint avec violence, les bras ouverts, s'avançant vers Thérèse. « Embrasse-moi » lui dit-il en tendant le cou. Thérèse s'était levée, toute pâle dans sa toilette de nuit. Elle se renversait à demi, le coude posé sur le marbre de la cheminée. Elle regarda le cou de Laurent. Sur la blancheur de la peau, elle venait d'apercevoir une tache rose. Le flot de sang qui montait agrandit cette tache, qui devint d'un rouge ardent. « Embrasse-moi, embrasse-moi » répétait Laurent, le visage et le cou en feu. La jeune femme renversa la tête davantage pour éviter un baiser, et appuyant le bout de son doigt sur la morsure de Camille, elle demanda à son mari. « Qu'as-tu là? Je ne te connaissais pas cette blessure. » Il sembla à Laurent que le doigt de Thérèse lui trouait la gorge. Au contact de ce doigt, il eut un brusque mouvement de recul, en poussant un léger cri de douleur. « Ça, dit-il en balbutiant, ça. » Il hésita, mais il ne put mentir. Il dit la vérité malgré lui. « C'est Camille qui m'a mordu, tu sais, dans la barque. Ce n'est rien, c'est guéri. Embrasse-moi, embrasse-moi. » Et le misérable tendait son cou qui le brûlait. Il désirait que Thérèse le baisât sur la cicatrice. Il comptait que le baiser de cette femme apaiserait les 1000 piqûres qui lui déchiraient la chair. Le menton levé, le cou en avant, il s'offrait. Thérèse, presque couchée sur le marbre de la cheminée, fit un geste de suprême dégoût et s'écria d'une voix suppliante. « Oh non, pas là, il y a du sang !» Elle retomba sur la chaise basse, frémissante, le front entre les mains. Laurent resta stupide. Il abaissa le menton. Il regarda vaguement Thérèse. Puis d'un coup, avec une étreinte de bête fauve, il lui prit la tête dans ses larges mains et de force lui appliqua les lèvres sur son cou, sur la morsure de Camille. Il écrasa un instant cette tête de femme contre sa peau. Thérèse s'était abandonnée. Elle poussait des plaintes sourdes. Elle étouffait sur le cou de Laurent. Quand elle se fut dégagée de ses doigts, elle s'essuya violemment la bouche. Elle cracha dans le foyer. Elle n'avait pas prononcé une parole. Laurent, honteux de sa brutalité, se mit à marcher lentement, allant du lit à la fenêtre. La souffrance seule, l'horrible cuisson lui avait fait exiger un baiser de Thérèse, et quand les lèvres de Thérèse s'étaient trouvées froides sur la cicatrice brûlante, il avait souffert davantage. Ce baiser obtenu par la violence venait de le briser. Pour rien au monde, il n'aurait voulu en recevoir un second, tant le choc avait été douloureux. Et il regardait la femme avec laquelle il devait vivre et qui frissonnait, pliée devant le feu, lui tournant le dos. Il se répétait qu'il n'aimait plus cette femme et que cette femme ne l'aimait plus. Pendant près d'une heure, Thérèse resta affaissée. Laurent se promena de long en large, silencieusement. Tous deux s'avouaient avec terreur que leur passion était morte, qu'ils avaient tué leur désir en tuant Camille. Le feu se mourait doucement. Un grand brasier rose luisait sur les cendres. Peu à peu, la chaleur était devenue étouffante dans la chambre. Les fleurs se fanaient, alanguissant l'air épais de leur senteur lourde. Tout à coup, Laurent crut avoir une hallucination. Comme il se tournait, revenant de la fenêtre au lit, il vit Camille dans un coin plein d'ombre, entre la cheminée et l'armoire à glace. La face de sa victime était verdâtre et convulsionnée, telle qu'il l'avait aperçue sur une dalle de la morgue. Il demeura cloué sur le tapis, défaillant, s'appuyant contre un meuble. Au râle sourd qu'il poussa, Thérèse leva la tête. « Là, là !» disait Laurent d'une voix terrifiée. Le bras tendu, il montrait le coin d'ombre dans lequel il apercevait le visage sinistre de Camille. Thérèse, gagnée par l'épouvante, vint se serrer contre lui. « C'est son portrait !» murmura-t-elle à voix basse, comme si la figure peinte de son ancien mari eût pu l'entendre. « Son portrait !» répéta Laurent dont les cheveux se dressaient. « Oui, tu sais, la peinture que tu as faite.
Ma tante devait le prendre chez elle à partir d'aujourd'hui. Elle aura oublié de le décrocher. » « Bien sûr, c'est son portrait. » Le meurtrier hésitait à reconnaître la toile. Dans son trouble, il oubliait qu'il avait lui-même dessiné ses traits heurtés, étalé ses teintes sales qui l'épouvantaient. L'effroi lui faisait voir le tableau tel qu'il était, ignoble, mal bâti, boueux, montrant sur un fond noir une face grimaçante de cadavre. Son œuvre l'étonnait et l'écrasait par sa laideur atroce. Il y avait surtout les 2 yeux blancs flottant dans les orbites molles et jaunâtres qui lui rappelaient exactement les yeux pourris du noyé de la morgue. Il resta un moment haletant, croyant que Thérèse mentait pour le rassurer. Puis il distingua le cadre. Il se calma peu à peu. « Va le décrocher, dit-il tout bas à la jeune femme. « Oh non, j'ai peur, répondit celle-ci avec un frisson. Laurent se remit à trembler. Par instants, le cadre disparaissait. Il ne voyait plus que les 2 yeux blancs qui se fixaient sur lui longuement. « Je t'en prie, reprit-il en suppliant sa compagne, va le décrocher. »« Non, non. Nous le tournerons contre le mur, nous n'aurons plus peur. »« Non, je ne puis pas. » Le meurtrier, lâche et humble, poussait la jeune femme vers la toile, se cachait derrière elle, pour se dérober au regard du noyé. Elle s'échappa, et il voulut payer d'audace. Il s'approcha du tableau, levant la main, cherchant le clou. Mais le portrait eut un regard si écrasant, si ignoble, si long, que Laurent, après avoir voulu lutter de fixité avec lui, fut vaincu et recula, accablé en murmurant. « Non, tu as raison, Thérèse, nous ne pouvons pas. Ta tante le décrochera demain. » Il reprit sa marche de long en large, baissant la tête, sentant que le portrait le regardait, le suivait des yeux. Il ne pouvait s'empêcher par instant de jeter un coup d'œil du côté de la toile. Alors, au fond de l'ombre, il apercevait toujours les regards ternes et morts du noyé. La pensée que Camille était là dans un coin, le guettant, assistant à sa nuit de noces, les examinant, Thérèse et lui, acheva de rendre Laurent fou de terreur et de désespoir. Un fait, dont tout autre aurait souri, lui fit perdre entièrement la tête. Comme il se trouvait devant la cheminée, il entendit une sorte de grattement. Il pâlit. Il s'imaginait que ce grattement venait du portrait, que Camille descendait de son cadre. Puis il comprit que le bruit avait lieu à la petite porte donnant sur l'escalier. Il regarda Thérèse que la peur reprenait. « Il y a quelqu'un dans l'escalier » murmura-t-il. « Qui peut venir par là ?» La jeune femme ne répondit pas. Tous 2 songeaient au noyé. Une sueur glacée mouillait leurs tempes. Ils se réfugièrent au fond de la chambre, s'attendant à voir la porte s'ouvrir brusquement en laissant tomber sur le carreau le cadavre de Camille. Le bruit continuait plus sec, plus irrégulier. Ils pensèrent que leur victime écorchait le bois avec ses ongles pour entrer. Pendant près de 5 minutes, ils n'osèrent bouger. Enfin, un miaulement se fit entendre. Laurent, en s'approchant, reconnut le chat tigré de Madame Raquin, qui avait été enfermé par mégarde dans la chambre et qui tentait d'en sortir en secouant la petite porte avec ses griffes. François eut peur de Laurent. D'un bond, il sauta sur une chaise. Le poil hérissé, les pattes roidies, il regardait son nouveau maître en face, d'un air dur et cruel. Le jeune homme n'aimait pas les chats. François l'effrayait presque. Dans cette heure de fièvre et de crainte, il crut que le chat allait lui sauter au visage pour venger Camille. Cette bête devait tout savoir. Il y avait des pensées dans ses yeux ronds, étrangement dilatés. Laurent baissa les paupières, devant la fixité de ses regards de brute. Comme il allait donner un coup de pied à François. « Ne lui fais pas de mal !» s'écria Thérèse. Ce cri lui causa une étrange impression. Une idée absurde lui emplit la tête. « Camille est entrée dans ce chat, pensa-t-il. Il faudra que je tue cette bête. Elle a l'air d'une personne. » Il ne donna pas le coup de pied, craignant d'entendre François lui parler avec le son de voix de Camille. Puis il se rappela les plaisanteries de Thérèse, au temps de leur volupté, lorsque le chat était témoin des baisers qu'ils échangeaient. Il se dit alors que cette bête en savait trop et qu'il fallait la jeter par la fenêtre. Mais il n'eut pas le courage d'accomplir son dessein. François gardait une attitude de guerre. Les griffes allongées, le dos soulevé par une irritation sourde, il suivait les moindres mouvements de son ennemi avec une tranquillité superbe. Laurent fut gêné par l'éclat métallique de ses yeux. Il se hâta de lui ouvrir la porte de la salle à manger et le chat s'enfuit en poussant un miaulement aigu. Thérèse s'était assise de nouveau devant le foyer éteint. Laurent reprit sa marche du lit à la fenêtre. C'est ainsi qu'ils attendirent le jour. Ils ne songèrent pas à se coucher. Leur chair et leur cœur étaient bien morts. Un seul désir les tenait, le désir de sortir de cette chambre où ils étouffaient. Ils éprouvaient un véritable malaise à être enfermés ensemble, à respirer le même air.
Ils auraient voulu qu'il y eût là quelqu'un pour rompre leur tête-à-tête, pour les tirer de l'embarras cruel où ils étaient, en restant l'un devant l'autre sans parler, sans pouvoir ressusciter leur passion. Leur long silence les torturait. Ces silences étaient lourds de plaintes, amers et désespérés, de reproches muets qu'ils entendaient distinctement dans l'air tranquille. Le jour vint enfin, sale et blanchâtre, amenant avec lui un froid pénétrant. Lorsqu'une clarté pâle eut empli la chambre, Laurent, qui grelottait, se sentit plus calme. Il regarda en face le portrait de Camille et le vit tel qu'il était, banal et puéril. Il le décrocha en haussant les épaules, en se traitant de bête. Thérèse s'était levée et défaisait le lit pour tromper sa tante, pour faire croire à une nuit heureuse. « Ah, ça, lui dit brutalement Laurent, j'espère que nous dormirons ce soir. Ces enfantillages-là ne peuvent durer. » Thérèse lui jeta un coup d'œil grave et profond. « Tu comprends, continua-t-il, je ne me suis pas marié pour passer des nuits blanches. Nous sommes des enfants. C'est toi qui m'as troublé, avec tes airs de l'autre monde. Ce soir, tu tâcheras d'être gai et de ne pas m'effrayer. » Il se força à rire, sans savoir pourquoi il riait. « Je tâcherai, reprit sourdement la jeune femme. Telle fut la nuit de noces de Thérèse et de Laurent.